Ok, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un talk qui s'appelle Showcase Driven Development, que j'ai déjà donné à FrenchKit. Je ne sais pas s'il y a déjà qui ont eu la chance d'être présents à FrenchKit cette année. Au cas où, restez jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. Donc voilà. Donc, je m'appelle Jérôme Alves, je suis développeur iOS chez Datadog depuis lundi. Donc, évidemment, je vais plutôt vous parler de quelque chose que j'ai pu mettre en place dans ma précédente boîte qui était Itch. Et ça tourne au sujet de l'intégration continue. Une petite question, qui a la chance dans son équipe de faire de l'intégration continue? Je vais vous demander de lever la main. Ok, super. Gardez la main levée, bien haut. Je vais vous demander maintenant de la baisser à chaque fois que ce que vous allez voir sur l'écran vous parle. Donc, par exemple, si vous avez déjà travaillé sur une feature branch pendant plus d'un mois, vous pouvez baisser la main. Si vous avez déjà ouvert une pull request avec plus de 100 commits, vous pouvez baisser la main. En fait, il y a déjà plus de mains levées, donc je peux laisser celui-là. Donc, vous vous demandez peut-être c'est quoi le lien avec l'intégration continue, puisque souvent on parle d'intégration continue avec des outils comme Bitrise, Jenkins et ce genre de choses. Soroush Kanlou a publié cet été un super article où il détaille très simplement la chose, où il dit que les build servers sont juste un outil qui servent dans un esprit d'intégration continue, mais à eux seuls, ça ne représente pas la philosophie qu'il y a derrière l'intégration continue. En fait, intégration continue, comme son nom l'indique, ça veut dire de continuellement intégrer ce sur quoi on travaille, et essentiellement dans une branche principale comme master ou développe. Donc avec ça, il y a quelques implications. La première, c'est qu'on ne doit pas avoir à gérer des horribles merges ou des grosses code reviews qui durent sur plusieurs jours, plusieurs semaines. On n'est pas censé perdre ce sur quoi on travaille si on doit le mettre en pause. Donc, par exemple, il y a un nouveau projet qui doit être fait. Le projet sur lequel on était, même si on n'y travaille pas pendant plusieurs mois, il ne faut pas que ça soit perdu. Et enfin, il faut que quand on travaille sur une fonctionnalité, un nouvel écran, il faut que notre équipe puisse déjà interagir avec ce qu'on est en train de faire avant que ça soit terminé, shippé dans l'application. Et donc, on l'intègre continuellement et on le teste continuellement. Donc, on avait évidemment quelques soucis dans notre code base chez Itch qui faisaient qu'on n'arrivait pas à satisfaire tous ces points. Du coup, on a mis quelques pratiques en place. La première, c'était d'adopter ce qu'on appelle du trunk-based development, c'est-à-dire qu'au lieu de faire effectivement une grosse branche, une grosse feature branch pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on merge directement dans la branche principale. Et pour ça, en fait, il faut réussir à découper une grosse feature en plusieurs petites fonctionnalités. Donc, on peut faire ça de deux façons. On peut commencer par splitter par sous-feature. Donc, par exemple, sur un flow d'onboarding, on va d'abord faire le premier écran, puis le deuxième écran, le troisième écran, etc. Et même sur chaque sous-feature, on peut aller plus loin et découper par layer. Donc, on va commencer par le modèle, puis par les views, ensuite les view modèles, les coordinateurs s'il y en a. Donc, ça marche avec n'importe quel type d'architecture. Hein. Si vous faites du Viper ou du MVC, peu importe. L'idée, c'est de découper par sous-entité. Donc, avec ça, c'est bien. On arrive à découper. C'est génial. Donc, les deux premières implications, elles sont satisfaites. On a toujours un petit problème avec la troisième implication qui est de voir à quoi ça ressemble. Comment fait un product manager pour voir l'avancée de la feature alors qu'en fait, vous avez juste travaillé sur la partie view ou la partie view modèle et que l'écran final n'est pas complet, pardon. Au début, on a commencé à faire ça avec des playgrounds parce que c'était pratique. On pouvait instancier une vue, voir à quoi elle ressemblait, même s'il n'y avait pas la logique business derrière, on pouvait voir à quoi ressemblait notre vue.
Le problème, c'est que avec les playgrounds, déjà, c'est pas super stable dans Xcode, même si ça s'est amélioré. Mais à l'époque, c'était vraiment horrible. La deuxième chose, c'est qu'en fait, les playgrounds, ils sont pas compilés en même temps que le projet. Le problème avec ça, c'est que si, par exemple, vous faites un changement dans votre code base qui casse la source, si vous ne pensez pas mettre à jour le playground, en fait, vous ne saurez pas qu'il a arrêté de fonctionner avant que vous le réouvriez quelques semaines ou quelques mois plus tard. Du coup, en fait, les playgrounds ils sont devenus rapidement obsolètes dans notre code base une fois que les features étaient mergées. Et enfin, les playgrounds, ils ne sont pas partageables justement avec la QA ou les product managers, ce qui fait qu'on perd un peu l'intérêt de la troisième implication. Donc, on a commencé à réfléchir et on s'est demandé qu'est-ce que serait un playground without the ground, donc c'est la grande, et on a appelé ça un showcase. Alors, qu'est-ce qu'un showcase? D'après la définition d'iOS, c'est une place où on peut présenter quelque chose à une attention générale. Comment on fait pour présenter quelque chose sur iOS? On fait un view controller. Donc, en fait, un showcase, c'est aussi simple que ça. C'est juste un protocole qui permet de créer un view controller. Donc, make view controller. Grâce à ça, on utilise le runtime Objective-C pour, au moment d'exécuter l'application, on va regarder toutes les classes du binaire et on va chercher les classes qui se conforment au protocole Showcase. Et en fait, on va avoir une liste de classes qui ont une méthode MakeViewController. Et avec ça, on a pu construire une sorte de navigateur de Showcase. Ce qui fait que pour créer un Showcase, en fait, il y a juste besoin de le créer et il sera immédiatement accessible depuis cette liste. Donc ça, c'est sur la partie technique. Maintenant, je vais parler un peu de qu'est-ce que c'est plus concrètement du Showcase Driven Development. Admettons, on travaille sur un nouvel écran, par exemple pour consulter des meet-up. Je vais d'abord travailler sur le header de mon écran. Je code ma vue et puis je vais faire un showcase. Donc là, j'ai mon conférence détail subview showcase où je vais lister toutes les subviews de mon écran et je vais commencer avec ma header view. Une fois que j'ai ma header view, je vais la mettre dans un view controller puisqu'il faut que je retourne un view controller. On peut éventuellement faire quelques utilitaires pour que ça soit plus lisible. Et là, c'est bon. J'ai mon premier showcase qui présente juste mon header view avec des données complètement statiques, sans view model, sans business logic, ça ne vient pas du serveur ni rien, c'est juste mon UI. Je peux faire une nouvelle pull request, envoyer ça à mon designer pour qu'il vérifie que tout apparaisse comme il faut. Et j'ai fait une première intégration de ma fonctionnalité. Ensuite, je vais faire ça sur, par exemple, la content view de ma cellule. Donc, je reprends mon showcase et je vais rajouter le code qui instancie ma cellule. Et pareil, je vais rajouter des données statiques comme pour le header. Je vais mettre ça dans une stack view et je peux faire un stack view controller qui me permet d'écrire ça sans boilerplate. Je peux faire une nouvelle pull request, envoyer à mon designer, à mon PM. Et si jamais je dois arrêter mon travail là, c'est déjà intégré, c'est déjà mergé, je n'ai pas de branche à maintenir. S'il y a une mise à jour de Swift, tout sera fait en même temps que le reste de la code base et c'est parfait. Mais les vues statiques, ce n'est pas suffisant. Vient le moment où on a besoin de bosser sur le view controller. Donc là, par exemple, c'est très simple, puisque un showcase retourne un view controller, je retourne aussi un view controller. C'est parfait, mais en fait, c'est pas si simple que ça, puisque souvent, le view controller, on a besoin d'injecter des données. Si par exemple, vous faites du MVVM, vous avez sûrement un view model que vous injectez à votre view controller. Mais pareil, le view model seul, comme ça ne marche pas. Souvent, vous avez besoin d'injecter quelques dépendances, donc par exemple une API. Et là, ça se complique. Parce que souvent, ce qu'on voit sur de l'injection de dépendances, c'est, par exemple, avoir un protocole API service
avec des fonctions définies pour récupérer les conférences, les talks, etc. Puis on va avoir une implémentation de ce service, par exemple, qui accède au private backend, qui utilise URL session et qui implémente concrètement ces endpoints. Et du coup, on peut utiliser ce private backend API pour installer notre vue modèle. Mais là, c'est un problème parce que si je veux tester des cas spécifiques de mon vue contrôleur, je vais devoir faire un premier stub. Donc, je vais devoir stubber mon protocole, par exemple, avec quelques conférences de base. Ensuite, je vais devoir faire un nouveau stub avec, par exemple, un service qui retourne une liste vide de talks pour vérifier que mon empty state est bien géré. Puis, je vais devoir faire la même chose pour mon cas d'erreur, pour vérifier que j'ai, par exemple, un bouton réessayer si jamais j'ai une erreur. Et du coup, si on doit faire ça sur chaque showcase pour chaque API, ça devient très compliqué. Donc, on a arrêté de faire ça et on a eu une sorte de mantra pour nos vues modèles qui était d'arrêter de l'injection de dépendance et plutôt d'injecter les données directement. Et pour ça, on a profité du Functional Reactive Programming avec Eric Swift, qui nous permet en fait d'abstraire le fait qu'une donnée va arriver un peu plus tard. Donc là, l'exemple est avec Eric Swift, mais ça marche avec avec Combine, déjà pour commencer, avec PromiseKit, avec n'importe quel framework de Functional Reactive Programming. Et ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que si on reprend notre exemple, ben, ce qu'on a à faire, c'est juste créer une donnée. Donc ici, par exemple, le CocoaHeads. On va créer quelques talks et on va injecter ça dans notre vue modèle via un observable. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que par exemple, on peut simuler un temps de chargement. On a juste à rajouter un petit délai sur notre observable et ça va simuler le temps de chargement et on va pouvoir voir si on a bien notre activity indicator qui apparaît. On va pouvoir simuler nos différents contenus. Donc là, par exemple, je vais afficher 3 talks. Si je veux voir à quoi ça ressemble si j'ai aucun talk, j'ai juste à retourner un tableau vide. Et si je veux voir qu'est-ce qui se passe en cas d'erreur réseau, je peux aussi retourner une erreur au niveau du RX observable. Donc là, j'ai testé 3 variantes de mon écran. Je peux faire une nouvelle pull request. Donc voilà, concrètement, ça ressemble à ça. Maintenant, c'est un peu abstrait, c'était plus pour la partie code. Je vais vous montrer un vrai cas d'usage qu'on a eu chez Itch avec une fonctionnalité qui était en fait de présenter l'historique de trajet dans l'application Itch. Donc, Itch, pour info, c'est une application de VTC. Donc, il y a une historique de trajet. Sur cette historique de trajet, on a fini à 7 showcases différents pour un seul écran. Le premier, c'est ce qu'on vient de voir en pratique. C'est un écran qui va lister toutes les subviews qui sont intégrées dans la fonctionnalité finale. Ensuite, on va avoir la même chose, mais pour le détail d'un trajet. Donc, il y a les headers, il y a les vues de coordonnées, des adresses et tout ça. Ensuite, on va pouvoir avoir un showcase qui utilise la vraie API backend. Donc là, par exemple, c'est mes vrais trajets que j'ai vraiment fait. Mais je peux aussi, avec des stubs RX, comme je vous ai montré, voir ce que ça donne si j'ai, par exemple, aucun trajet. Donc là, par exemple, je vois que j'ai aucun trajet. Je peux voir ce que ça donne s'il y a une erreur réseau. Donc là, je vais avoir un bouton réessayer qui me permet éventuellement de réessayer la requête pour voir si ça marche. Je vais pouvoir voir à quoi ça ressemble s'il y a quelques trajets seulement. Et je vais pouvoir voir à quoi ça ressemble s'il y a tellement de trajets que j'ai besoin de pagination, par exemple. Donc là, je peux voir qu'à la fin, j'ai mon petit loading qui charge la suite de mes trajets. Donc pour cette fonctionnalité qui est assez simple au final, c'est juste 2 écrans, une liste de trajets et le détail d'un trajet. Au final, ça a été fait en 19 pull requests. Tout ça a été continuellement intégré sur 1 mois.
Donc ça fait une bonne petite moyenne de une paire par jour. On l'a activé dans l'application qu'un mois plus tard, parce que c'était plus la priorité pour la release en cours. Donc en fait, tout était accessible depuis les showcases, mais on n'avait pas mis l'entrée dans le menu de notre application. Donc le code était là sur notre branche principale, mais c'était désactivé. C'était pas un feature flag, c'était pas une chose comme ça, c'était vraiment au niveau de la compilation, c'était juste pas activé, mais le code était là. Le plus gros diff sur la paire, c'était à peu près 700 lignes de code, ce qui n'est pas énorme parce que si on avait fait une seule pull request pour l'ensemble de la fonctionnalité, il y aurait eu plus de 7000 lignes de code. Et enfin, sur les code reviews, il y avait en moyenne 5 commentaires, ce qui n'est pas énorme. Et si on avait eu ça sur une seule PR, probablement qu'on serait passé à côté de problèmes ou ce genre de choses parce que ça aurait été tellement gros qu'on n'aurait pas review aussi avec autant d'attention que ça, qu'on a pu le faire comme ça. Donc voilà comment on a fait la vraie intégration continue. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'appelle les different flavors of showcases. Parce que en fait, on a commencé avec cet outil à faire des showcases pour d'autres choses que travailler sur de la fonctionnalité pure et qui se sont avérées super pratiques. Par exemple, on a commencé à utiliser des showcases pour faire des prototypes. Plutôt que de faire une application à part, les mettre dans la CI, etc., sur Bitride, on les a intégrés dans l'application principale sous forme de showcase. Et du coup, ça nous permettait de partager ces prototypes avec toute la boîte qui puisse donner leur retour. Donc, on a ensuite les listes de subview. Donc, comme je vous ai déjà montré, mais là, c'est sur deux autres écrans. On a utilisé aussi les showcases pour présenter les fondations de notre design. Donc, par exemple, toutes les couleurs qui sont accessibles, les fonts custom qu'on utilise avec un petit slider qui permet de vérifier que ça fonctionne aussi avec les réglages d'accessibilité et nos icônes prédéfinies. Ensuite, on a même commencé à faire des showcases qui simulaient une fonctionnalité dans son ensemble, donc avec du push et ce genre de choses. Et donc, ça nous permet de tester un vrai flow complet d'une fonctionnalité. Ensuite, on a ce qu'on appelle des vues configurators, où en fait, on va avoir une seule vue et ensuite, avec une sorte de bottom sheet ou une sorte de formulaire, on va pouvoir toggle toutes les petites propriétés et voir que selon ce qu'on reçoit, la vue réagit parfaitement bien. Donc, ça permet de gérer tous les cas possibles de façon dynamique et on peut même voir dans certains cas que tout s'anime parfaitement. Donc voilà. Si vous voulez faire vous aussi du showcase, le meilleur moyen, c'est de l'implémenter vous-même. Comme je vous ai montré, c'est assez simple. C'est juste un protocole. Ça peut se faire rapidement, une journée de travail pour avoir quelque chose de très simple. Vous allez pouvoir faire comme ça quelque chose qui est très adapté à votre équipe et à vos pratiques, peut-être à votre architecture ou je ne sais pas. Vous allez pouvoir ajouter des petites fonctionnalités selon vos besoins. Par exemple, si vous voulez rajouter un système de tag ou ce genre de choses, c'est possible. Et enfin, si vous voulez jouer avec le runtime Objective-C, c'est toujours assez sympa à faire. Mais si vous n'avez pas le temps de faire ça vous-même, on avait open sourcé ce qu'on appelle Showcase Kit. Donc, c'est disponible sur GitHub via CocoaPods et Swift Package Manager. Donc, ça contient le protocole Showcase que je vous ai montré. Il y a un navigateur de Showcase directement intégré qui se présente à une seule ligne. Et on peut, donc ça c'est la petite surprise qu'il n'y avait pas FrenchKit, on peut directement voir nos Showcase en tant que preview SwiftUI. Et il y a une application d'exemple pour montrer tout ça. Du coup, je vais vous montrer rapidement sur Xcode à quoi ça ressemble. Donc ça aussi, c'est un peu nouveau par rapport à FrenchKit, mais au moins... Donc là, vous pouvez voir, c'est l'application d'exemple de Showcase Kit.
Donc, j'ai juste une action qui me permet d'ouvrir mes showcases. C'est une ligne de code. Ici, j'ai déclaré un showcase. Donc, c'est juste label showcase. C'est un showcase de label. C'est pas très poussé, mais ça suffit. Et donc, c'est juste une classe qui se conforme à un protocole showcase. Donc là, si j'exécute, on peut voir le bouton Open Showcase. Ça m'affiche mon showcase label. Et j'ai mon showcase qui apparaît. Et donc, pour intégrer avec SwiftUI, c'est très simple. Il y a juste à rajouter le protocole Preview Provider de SwiftUI. Et le showcase apparaît ici. On peut éditer le texte et ça va automatiquement mettre à jour le texte. Et on peut aussi rajouter d'autres previews pour tester différents environnements. Donc là, je peux tester sur un iPhone SE et le dark mode sur un iPhone 10. Voilà. Merci. J'ai une question. Quelles sont les modifications nécessaires au niveau de Did Finish Launch de app? Et deuxième question, est-ce qu'on utilise toujours le même target de l'application ou c'est un nouveau target? Alors, pour l'intégrer, il n'y a vraiment rien à faire au niveau de l'app delegate ou ce genre de choses. Il y a juste à intégrer le Showcase Kit et de présenter le browser que je vous ai montré, avec la ligne que je vous ai montrée, à l'endroit où vous souhaitez. Du coup, c'est libre à vous de l'intégrer dans votre application principale ou de faire une application dédiée pour ça, une target différente. Nous, par exemple, chez Itch, on avait une version de l'app avec un bundle identifier de l'app différent que celle de l'App Store. Et uniquement sur cette version-là, on embarquait les showcases. Comment on faisait ça? En fait, il y a une build settings dans Xcode qui permet, par exemple, d'exclure tous les fichiers de la compilation qui matchent un certain pattern. Et du coup, on avait exclu tous les fichiers qui avaient le mot showcase dedans, tout simplement. Et éventuellement, on peut mettre des directives de compilation pour dire if showcase enabled, pour pas compiler le code qui est associé au showcase. Et ça suffit. Donc, nous, on avait un menu debug qui était accessible uniquement sur notre version de l'app et qui n'est pas du tout accessible depuis la version de l'App Store. Mais je sais que d'autres équipes, par exemple, préfèrent avoir une application à part qui n'est même pas l'application principale avec un menu debug, qui est vraiment une application à part et qui ne contiendrait que les showcases. A priori, il serait possible à ceux qui nous regardent de loin de nous envoyer des questions par écrit ou peut-être même par oral. Donc, si vous voulez tenter, on va voir si la technologie est aussi magique que ça. En attendant, on va prendre une autre question ici. C'est des questions sur le flux de travail. En fait, on est obligé d'attendre ou c'est en fait pour gérer. On va diviser le travail sur plusieurs pull requests. Est-ce que ça fluide ou ça va être bloqué certains développeurs? Il faut qu'on attend que le pull request soit validé, tout ça. Oui, alors c'est une bonne question. Alors nous, justement, l'idée derrière ça, c'était aussi de faire des pull requests beaucoup plus petites, qui ne dépassent pas 100 ou 200 lignes de code. Et en fait, grâce à ça, on se disait, voilà, maintenant on arrive à un stade où nos pull requests sont très petites, donc il ne faut pas faire attendre la personne et la code review d'une pull request, ça fait partie des priorités de la journée. Donc, généralement, une pull request, elle ne restait pas ouverte plus d'une journée. Donc, et le feedback est aussi assez rapide à implémenter, puisque comme c'est des petites pull requests, très focus, si on review qu'il y a des commentaires, généralement, il n'y a pas une centaine de commentaires, donc c'est très facile à corriger ce qu'il y a à corriger.
de proposer une nouvelle version et de la merger dans la foulée. Mais après, effectivement, si on fait ça on continue à faire des pull requests de 1000 lignes de code, ça n'a plus d'intérêt. Après, c'est la discipline. Ça, c'est un outil qui sert dans la discipline d'intégration continue. Mais pareil, il faut avoir encore cette philosophie d'intégration continue où on se dit, voilà, je vais simplifier le travail des reviewers, je vais faire quelque chose de petit, facile à review, où il n'y a qu'une tâche à review. Donc, par exemple, s'il n'y a que de l'UI à review, en général, c'est assez rapide. S'il n'y a qu'un view model à review, il n'y a pas à penser à comment ça interagit dans toute l'app, etc. On voit juste que le view model, il agit comme c'est prévu. En plus, ça permet de faire du code qui est aussi plus testable. Puisque si du code on peut injecter des données pour un showcase, on peut aussi injecter des données pour les tests unitaires. Donc, en appliquant ça, c'est une sorte de cercle vertueux, quoi. Après, la seule exception à ça, c'est quand on a une modification sur un écran existant à faire. Donc là, évidemment, on ne peut pas juste faire la modification dans un showcase et l'intégrer plus tard dans l'application, puisque le code existe déjà et est déjà intégré. Donc là, c'est un peu différent. Mais sur tout ce qui est nouvel écran, ça permet effectivement d'aller beaucoup plus vite. Merci. Bonsoir, merci d'abord. Je trouve que c'est une solution technique qui est très élégante. Du coup, au niveau de la continuous integration, c'est quelque chose qui a émané de l'équipe technique ou plutôt de l'équipe produit? C'est sa première question. Deuxième question, après avoir trouvé ces solutions techniques et les avoir mises en place, est-ce que ça a été un succès au niveau de la transmission du savoir et des tests sur l'ensemble des équipes, donc aussi bien le PO que le designer? Est-ce que c'est quelque chose qui est rentré en pratique chez Itch ou finalement c'est quelque chose que vous avez offert sur l'étagère et qui est resté un petit peu comme parfois au placard? Alors, en fait, pour répondre à la question, il faut comprendre qu'on n'a pas inventé les showcases à la base pour faire de l'intégration continue. C'est un besoin qu'on a. En fait, on s'est aperçu que les showcases permettaient de faire ça. Mais à l'origine, les showcases, c'est venu, comme je l'ai indiqué, pour venir remplacer les playgrounds. Parce qu'on avait déjà des playgrounds qui nous permettent de tester. Mais voilà, on avait ces problèmes de compilation et ce genre de choses. Du coup, on a dit, on va les embarquer dans l'application. Comme ça, dès que ça ne compile plus, on est au courant, on les met à jour et puis c'est tout. Et en fait, une fois qu'on a eu ça disponible dans l'application, petit à petit, ça n'est servi pour montrer comment une vue fonctionnait, etc. Puis grâce à ça, on s'est dit, mais du coup, ça nous permet de découper plus facilement le travail et de faire des pull requests plus petites. Et voilà. Et puis un jour, il y a un collègue qui a fait cet écran de liste de subview. On s'est dit, c'est vachement intéressant ça. On pourrait le faire pour chaque écran. Puis il y en a un autre qui a fait le view configurator pour tester tous les cas possibles d'une seule et même view. On s'est dit, ça aussi, c'est vachement intéressant. Et puis petit à petit, en fait, on a trouvé des utilités au showcase. Et à la fin, en fait, c'est devenu une pratique, mais sans qu'on l'impose, en fait. C'est juste que les personnes de l'équipe se sont appropriées les showcases pour leur use case. Et après, en partageant et en se disant, c'est vrai que pour la code review, je vois exactement à quoi sert cette propriété, je vois l'effet que ça a sur l'UI, parce que je suis capable de la tester dans les showcases. Et c'est pratique. Et après, on s'est aperçu aussi que, par exemple, une fois, on nous a reporté un bug sur un écran. Mon premier réflexe, du coup, ça a été d'ouvrir le showcase et de vérifier si sur le cas que je suis censé avoir du back-end, j'ai l'erreur. En fait, j'ai vu que je n'avais pas l'erreur. Donc, ça m'a permis d'isoler la partie UI et view model, et je me suis focalisé sur la partie données que je recevais du serveur, et j'ai vu qu'en fait, il y avait un label qui avait changé, et du coup, j'ai vu que c'était ça qui a bloqué qui a causé le bug. Donc, petit à petit, on a trouvé d'autres utilisations comme ça. Pareil pour les product managers ou les product designers, ils se sont dit c'est vrai que c'est cool d'avoir toutes les couleurs dans l'app, les fonts, etc. Et eux, ils s'en servent pour faire de la QA, pour dire ouais, c'est bon, c'est la bonne couleur ou ce genre de choses. Ok, merci. De rien. Oui, donc c'est vrai que j'ai fait cette présentation un petit peu au pied levé et du coup, il n'y a pas des belles slides, des choses comme ça, mais bon, c'est un sujet que je travaille depuis quand même un certain nombre d'années
Alors, pas avec Combine, hein. Avant, je faisais ça avec Eric Swift. Mais donc là, depuis qu'il y a Combine, j'ai vraiment plongé là-dedans. Et alors, vous pouvez vous dire, de toute façon, ça, c'est deux sujets. Moi, ça ne me concerne pas parce que Combine, c'est iOS 13. Moi, j'ai des applis qui sont déployées sur d'autres systèmes, donc ça, c'est pas bon. Et puis, CoreMotion, c'est vraiment du truc un peu pointu sur les capteurs, les choses comme ça. Et moi, dans mes applis, je fais pas. Alors, c'est pour ça que je comprends, hein, c'est pas tout le monde qui va faire ça, mais je vais essayer quand même de vous parler d'utilisation de Swift et de comment finalement on va utiliser Combine sur des API qui ont quand même un certain temps. Hein, c'est le cas de CoreMotion, c'est pas la plus vieille, mais on va voir qu'il y a des petites ambiguïtés qui sont créées par cette vieillesse. Et puis donc on va faire un peu du Swift dans tout ça. Alors, le contexte, c'est celui-là. Alors, c'est un peu de la provocation aujourd'hui, parce que effectivement, on descend dans les tunnels du métro, et le projet que j'ai depuis un certain nombre d'années, c'est de se localiser dans les tunnels du métro. Alors, évidemment, si on arrive à capter un peu de Wi-Fi, de choses comme ça, on va arriver à avoir un signal de localisation. Mais le principal du boulot, c'est d'utiliser, de mettre quasiment en route tous les capteurs en fait, qu'on peut trouver sur un iPhone. Donc, on va utiliser, bien sûr, CoreMotion à fond sur tout ce qui est déjà détection de mouvement, savoir si l'utilisateur il est en train de marcher, s'il est dans un mode plutôt statique, etc. Ça, c'est une information qui est très importante, savoir justement s'il est en train d'arriver sur le quai, où est-ce qu'il en est un peu de son trajet. Et puis, tous les capteurs un peu favoris d'accélération, de gyroscope, de champ magnétique. Enfin bref, un peu tout. Et donc, l'idée de tout ça, c'est de mettre en route donc, tous les capteurs. Et donc, la première option, ce serait de se retrouver avec un laboratoire embarqué dans le métro, hein, puisqu'on a tous nos capteurs qui vont émettre leurs signaux et puis essayer d'interpréter tout ça. Donc, évidemment, ce n'est pas l'idéal, hein, parce que si jamais il y a un truc qui ne se passe pas bien, on ne va pas pouvoir refaire exactement le même trajet dans les mêmes conditions. Donc, pour débugger, c'est l'enfer. Donc, en fait, la solution, et c'est pour ça que je me suis intéressé autrefois à Eric Swift et maintenant à Combine, c'est qu'on va gérer en fait des flux d'événements, de données qui sont fournis par les capteurs. Et ce flux, en fait, va être finalement différé. Je vais avoir une application qui est une vraie application native qui tourne sur l'iPhone et que j'utilise quand je fais mes trajets dans le métro. Mais elle se contente, en fait, de créer un fichier avec toutes les données des capteurs. Et puis, j'ai une autre application qui, elle, va tourner dans le simulateur. Alors, bien sûr, hein, quand le produit final sera disponible, j'aurai tout ça qui sera combiné dans une vraie appli iPhone. Mais pour l'instant, pour la mise au point, en fait, donc, le gros de ce que je vais vous montrer ce soir, ça va tourner dans le simulateur et là-dedans pour essayer justement de combiner tous les flux de données des capteurs de manière à extraire une information qui soit intéressante. Et derrière, l'idée, c'est de faire du machine learning, justement, en ayant extrait les données des capteurs et que ces données, en fait, une fois un peu transformées, vont se reproduire d'un trajet sur l'autre. Parce que le métro, les tunnels du métro, il y a un gros inconvénient, c'est qu'effectivement, on n'a pas accès au GPS, mais il y a un énorme avantage, c'est que le tunnel, il ne bouge pas, enfin, ou tous les 100 ans. Donc, on a le temps quand même d'apprendre entre deux trajets avant que le tunnel, il bouge. Donc, tout ce qu'on va récupérer comme information, en fait, si on sait extraire des choses qui sont relativement pertinentes, on va pouvoir en déduire justement des informations sur la position sur laquelle on est dans le trajet. Hein, donc, tout est basé un petit peu là-dessus. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé à l'époque Eric Swift, et puis que dès l'annonce de Combine, évidemment, je suis passé là-dessus. Et donc, ce soir, on va regarder un peu tout ça, et on va commencer par
un petit point qui est sur, justement, là, vous voyez, j'ai tous ces flux de données. Bon, je ne les ai pas tous listés, il y en a un certain nombre. On va déjà essayer de trouver un point commun entre eux, de manière à pouvoir faire des outils de manipulation qui soient justement un petit peu communs. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à faire un outil qui va filtrer les données de l'accéléromètre et puis un autre outil qui va filtrer les données de champ magnétique et un autre qui va filtrer je ne sais pas quoi. On va créer un filtre et ce filtre, il va être applicable sur tous les flux, en fait. Donc, c'est ça, en fait, le gros intérêt de cette technique. Et pour mettre en œuvre cette technique, donc, on utilise la bibliothèque SIMD. Donc, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent. Moi-même, je l'ai découverte un peu par hasard, je vous dirais, parce qu'elle est quasiment pas listée dans les trucs d'Apple. Elle ne fait même pas partie d'Accelerate. Elle est à côté. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui est un peu cross-platform. En fait, c'est développé, je crois, par Intel au départ. Enfin, je ne veux pas vous dire trop de bêtises. Mais donc, c'est un truc un peu de l'industrie. Hein. SIMD, ça veut dire Single Instruction on Multiple Data. Donc, en gros, l'intérêt de cette bibliothèque, c'est de gérer sur des objets qui ne sont quand même pas des objets de très grande dimension. Vous voyez, c'est des vecteurs de 2, 3, 4 composantes, des matrices, des choses comme ça, et d'avoir une implémentation qui soit la plus efficace possible sur ce genre d'opération. Et donc, on va avoir des instructions qui vont permettre de calculer la longueur d'un vecteur, qui vont permettre de faire des produits vectoriels, des produits scalaires, de faire des multiplications de matrices 4-4, 2-2, etc. Bon, on ne va pas trop rentrer là-dedans ce soir, mais l'avantage, c'est que justement, on va avoir des outils mathématiques qui sont relativement efficaces à partir du moment où on rentre dans le monde de SIMD. SIMD free pour dire que c'est des vecteurs que moi j'utilise à 3 composantes parce qu'on est dans le monde réel en X, Y, Z. Alors justement, ce monde X, Y, Z, c'est celui qu'on va retrouver dans à peu près tous les types de données. Donc vous voyez là, une des structures de CoreMotion, c'est par exemple le CM Acceleration, donc, qui va me permettre de récupérer une accélération, et elle est effectivement décomposée en X, Y, Z en double. On a de la même façon le champ magnétique, CM Magnetic Field, X, Y, Z pareil. Et puis, par exemple, le gyroscope, CM Rotation Rate, où on a aussi X, Y, Z. Donc l'idée, c'est de dire, vous voyez, cette chose qui n'est pas mise en commun dans les interfaces d'Apple, on va les mettre en commun parce que, typiquement, c'est quand même des objets qui sont très communs. On peut avoir quelque chose de transversal là-dedans. Et cette chose transversale qu'on va créer, tout simplement, c'est un protocole, bon, que j'ai appelé XYZ Expressible, mais on pourrait trouver d'autres noms, dans lequel on va dire, si jamais tu as une variable X, une variable Y, une variable Z, qui sont des doubles, que tu peux lire, alors à ce moment-là, on va dire que tu es XYZ Expressible. D'accord? Donc je dis ça, et automatiquement, je vais pouvoir dire que tous ces objets-là, CM Acceleration, Magnetic Field, Rotation Rate, et là, vous voyez, c'en est un qui n'est pas CoreMotion, qui est Core Location. Le heading aussi, il est exprimé en X, Y, Z. Donc, voilà, je me contente de déclarer ça. Vous voyez que l'extension est vide à chaque fois, puisque c'est déjà implémenté de base dans les API, et c'est juste une manière de créer une transversalité là-dedans. Une fois qu'on a créé cette transversabilité, on va pouvoir instancier un objet SIMD free, simplement en lui donnant à son initialiseur un objet qui respecte ce protocole-là. Tout simplement, on va dire, tu t'initialises avec pour X ce que le protocole te donne pour X, pour Y ce que le protocole te donne pour Y, et pour Z ce que le protocole te donne pour Z. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir faire SIMD free de accélération, et il va me créer un vecteur accélération qui va être au format SIMD free, tout simplement avec les données fournies par l'API. Alors, ça, c'est bien beau, mais on va faire une toute petite opération entre-temps, parce que là, vous voyez que, par défaut, les API travaillent sur des doubles. Alors, des doubles, c'est bien,
Mais comme derrière, on va faire quand même du calcul assez intensif, et puis que vous imaginez quand on essaie de se repérer dans le métro, quand on est au mètre près, on est super content. Donc d'avoir 30 décimales après la virgule, on s'en fout un petit peu. Donc le float, c'est déjà bien suffisant. Donc on ramène tout à des floats, tout simplement en initialisant un float, un SIMD-free, mais de type float, à partir du SIMD-free double. D'accord ? Et sur notre lancée, donc on rajoute au protocole XYZ une variable vecteur qui est tout simplement de créer un vecteur avec soi-même. D'accord ? Donc ça veut dire que je pourrais dire accélération.vector et j'aurai le vecteur flottant 3 composantes qui sera instancié un petit peu automatiquement. Voilà, donc là maintenant, j'arrive à avoir sur tous mes capteurs de CoreMotion, et puis d'autres éventuellement, ces vecteurs qui sont communs. Alors pour l'instant, on n'a pas du tout touché à Combine. On y va. Et pour faire du Combine, donc on va utiliser donc les protocoles de Publisher et Subscriber qui demandent 2 choses. Première chose qu'il demande, c'est le type de données. Ça, c'est pas compliqué. Et ça, c'est comme les observables de Eric Swift. Par contre, Combine rajoute une autre donnée ici, qui est en fait le type d'erreur que je souhaite gérer. Alors, c'est là où on va justement un petit peu détailler les choses, parce que donc, le flux de données que je reçois de mes capteurs, il peut effectivement avoir des erreurs. C'est-à-dire que le capteur lui-même peut me retourner une erreur. Mais je ne veux surtout pas que cette erreur coupe le flux. Parce que si je ne sais pas, j'arrive pas à récupérer le champ magnétique à un instant T, ça ne veut pas dire que 2 mètres plus loin, je ne vais pas le récupérer. D'accord ? Les erreurs qui sont émises au niveau Combine, c'est des erreurs qui sont, entre guillemets, pas fatales au sens que ça quitterait l'appli, mais elles sont fatales au niveau du flux. C'est-à-dire qu'un flux qui reçoit une erreur, il est terminé et on n'en parle plus. Il faut en recréer un autre pour réémettre des choses. Donc là, en fait, je vais utiliser des flux qui ont pour type d'erreur never. C'est-à-dire qu'ils ils ne sont jamais en erreur. Donc ça, c'est le truc de base. Et donc, pour récupérer un flux, vous voyez que j'utilise un pass-through subject. Donc, en fait, c'est un outil qui va me permettre de passer du monde de programmation impérative, tel qu'on la connaît, à un monde de programmation déclarative, comme on est dans le monde de Combine. D'accord ? C'est-à-dire que là, vous voyez, quand je vais utiliser les données qui sont émises par le Motion Manager, le Motion Manager, il a été écrit à un moment, enfin, il a été conçu même à un moment où Swift n'existait pas. Donc, on se retrouve bien sûr avec des structures qui sont Objective-C, qui sont un tout petit peu plus modernes quand même que les structures Objective-C du Core Location Manager, qui lui utilise un protocole de délégation, c'est-à-dire que le code qui va recevoir l'information est forcément un objet Objective-C, dans le cas du Core Location Manager, et puis donc un objet où on va être en impératif à l'intérieur au niveau de la programmation. Là, c'est un tout petit peu mieux parce que dans CoreMotion, en fait, on reçoit l'information dans un bloc d'exécution qui est donné à l'instruction start. Donc, on lui donne un bloc et ce bloc est appelé avec 2 paramètres, data et error. Et c'est là où c'est un petit peu limite. Enfin, c'est limite. On comprend très bien. Dans un monde Objective-C, c'est comme ça qu'on faisait. Dans un monde Swift, en fait, quand on a 2 paramètres qui sont 2 optionnels, parce que c'est le cas ici, et qu'on veut vraiment faire les choses bien comme il faut, donc là, on a un produit d'optionnel. Donc, si on fait un peu d'algèbre et des types de données, on a 2 fois 2, puisqu'on a 2 données qui elles-mêmes peuvent prendre 2 valeurs. Donc, on a 4 cas à gérer. C'est ce qu'on fait dans notre switch ici. Donc, ce switch, il a à gérer 4 cas, mais en fait, il n'y a que 2 vrais cas qui servent. On a le premier cas où les 2 optionnels sont nuls.
Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien récupéré, donc on retourne. L'autre cas qui n'est pas intéressant, c'est on a récupéré une donnée, mais en même temps, on a récupéré une erreur. Alors ça, c'est un cas, on ne sait pas quoi faire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que la donnée n'est pas valide ou est-ce que c'est une erreur qui est juste donnée comme ça à titre indicatif? Donc là, par exemple, dans ce cas-là, j'ai juste décidé de faire un print de cette erreur-là pour voir un peu dans quel cas ça arrive. Mais voilà. Donc ces deux cas ne sont pas valides. Et les deux cas qui sont vraiment intéressants, c'est les deux cas en fait, qu'on gère dans un objet de type result en Swift, donc qui sont soit une vraie valeur, soit une vraie erreur. D'accord? Donc, c'est les deux cas qui sont ici. Donc là, je n'ai pas de données et j'ai une erreur. À ce moment-là, j'imprime mon erreur ou je la transmets. Enfin, je fais un peu ce que je veux. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est une erreur du capteur. Donc, une erreur du capteur, je vais peut-être en faire quelque chose, mais en tout cas, je ne vais pas aller mettre en erreur mon flux Combine pour ça. Et puis, j'ai le cas qui est vraiment intéressant, où j'ai récupéré une valeur et je n'ai pas d'erreur. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'envoie dans mon sujet, donc le subject que j'ai créé, magnétomètre data subject, je lui envoie la donnée que j'ai récupérée. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai ici un flux, c'est-à-dire que si je viens récupérer cet objet subject, j'ai un flux qui va émettre des données du magnétomètre, tout le temps. À chaque fois que le magnétomètre récupère une valeur sur le update, alors après j'ai des réglages sur le magnétomètre, savoir à quelle fréquence je vais échantillonner, etc. Je ne vous embête pas avec ça. Mais en gros, je récupère mon flux là-dessus. Maintenant, ce flux, vous voyez que c'est des magnétométeurs data. Alors, magnétométeurs data, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement le magnetic field qu'on avait vu tout à l'heure, mais ça dérive aussi d'un objet qui est CM log item. Et un CM log item, c'est quoi? C'est tout simplement un objet qui a un certain nombre de protocoles NSObject définis, mais surtout un timestamp. Et ça, c'est une valeur qui est au moins aussi importante que la valeur, surtout dans le cas où les données qu'on a enregistrées, on les rejoue après coup. Vous voyez? C'est-à-dire que autant quand vous êtes sur le terrain, que vous récupérez la valeur, vous pouvez dire, il est 16h34, donc voilà, ça a mis tant de temps par rapport à telle autre information. Là, quand on rejoue, si chaque valeur elle n'est pas timestampée, on est incapable de dire combien de temps on a mis entre les deux valeurs, etc. Donc, le time interval, c'est une donnée qui est essentielle. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un système un petit peu universel qui va faire que chaque vecteur va être timestampé. Et tout simplement, pour faire ça, donc on va utiliser notre data subject. Et dans Combine, donc l'idée, vous voyez, c'est de retourner déjà AnyPublisher. AnyPublisher, c'est l'équivalent d'observable d'Eric Swift. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est commun à tous les publishers, en gros. On pourrait entraîner d'autres détails après, mais moi, j'ai commencé par là parce que, justement, je connaissais plutôt les observables. Et en fait, je pense que c'était un bon choix. Parce que derrière, vous allez voir qu'on peut faire des combinaisons entre les objets. Alors que si on commence à partir avec des publishers qui sont spécifiques, eh ben, il faut redéfinir des opérateurs, des choses comme ça pour chaque type de publisher. Ce que fait Combine, d'ailleurs, quand on regarde les interfaces de Combine, vous avez le merge qui existe pour tel publisher, le merge pour tel autre publisher, etc. Nous, on ne va pas s'amuser à définir justement des opérateurs pour plein de trucs, on va juste définir l'opérateur pour any publisher. Et donc là, on publie quoi à l'intérieur de ce flux? Eh ben, un vecteur avec 3 coordonnées, le timestamp, et puis donc on dit à Combine never sur le type d'erreur qu'on gère, puisqu'encore une fois, ce n'est pas qu'on ne gère pas les erreurs, mais on ne veut pas que ce flux-là s'interrompe quand il y a une erreur qui est transmise. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, notre magnétométeur data subject, on a vu, il émet des magnétométeurs data. D'accord? Magnétométeur data, je vous rappelle, c'était les 2 slides d'avant. Dedans, il y a le magnetic field et il y a le time interval. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
on va extraire, et ça, c'est un des trucs qui est super agréable avec Combine par rapport avec Swift, c'est qu'on peut faire un map avec des key pass. C'est-à-dire qu'on ne va pas écrire de code. Donc, on est vraiment c'est du déclaratif pur, là. On ne lui dit même pas comment est-ce qu'il va aller chercher l'information. On lui dit juste, tu vas aller me chercher un truc qui s'appelle magnetic field, que tu vas trouver dans les données du data subject. Et puis, sur ce magnetic field, tu vas chercher l'objet vector. Vous savez, c'est celui qu'on a défini avant pour transformer une donnée XYZ en un vecteur XYZ. D'accord? Et puis, tant qu'à faire, tu me récupères aussi le timestamp de l'objet magnétomètre data que tu avais. Voilà. Là, le boulot, il est fait. Vous voyez, c'est une instruction. Et en une instruction, je récupère du magnétomètre data et je le transforme en un vecteur XYZ et en une indication temporelle. Le dernier truc qu'on met, c'est erase to any publisher. C'est parce que justement, Combine, quand on fait ça, là, il nous fabrique un publisher de map. Enfin, c'est l'opérateur map qui fabrique un publisher et donc il est typé avec la map. Ce qui casserait un peu tout si justement on veut pouvoir continuer à combiner les choses. Donc, ce qu'on fait, c'est de l'effacement de type. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir très souvent dans Combine. Donc, on revient à any publisher tout simplement en disant, bon, le type du publisher que tu as, effectivement, il est peut-être map quelque chose ou je ne sais pas quoi, mais tu me le transformes en any publisher. D'accord? Donc, celui-là, vous allez voir, il est très, très fréquent pour terminer n'importe quelle séquence d'appel à Combine. Donc, voilà. Là, j'ai donc maintenant magnétomètre qui est défini et qui est une variable qui est en fait un publisher et qui, chaque fois que le magnétomètre a émis quelque chose, il émet un vecteur tridimensionnel et une information temporaire. Alors, maintenant, on va voir l'intérêt justement d'avoir ce truc qui est un peu générique. Vous voyez ? Ce truc générique, il va nous permettre de créer des opérateurs qu'on va utiliser sur n'importe quel type de données. Donc, encore une fois, que ce soit l'accélération, que ce soit le gyroscope, que ce soit n'importe quel truc, on va avoir à faire des choses qui sont un peu communes. Donc, notamment, une des grandes choses qu'on a à faire, c'est à filtrer ces données. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas intéressantes dedans, donc on va les filtrer. Et pour ça, donc, on va définir des opérateurs. Alors, pour définir un opérateur, c'est aussi donc pour ça que c'est intéressant de s'appuyer sur any publisher. On va juste étendre l'objet any publisher, mais simplement, on ne va pas étendre tous les any publishers, on va juste étendre les any publishers pour lesquels l'output il est de type vecteur flottant en 3 composantes et indication de temps. Ça tombe bien, c'est celle qu'on a définie avant. D'accord ? Donc, quand on est dans ce cas-là, on va pouvoir définir, donc, vous voyez, des petites opérations. Le but, c'est de créer des pipelines de données. Par exemple, celui-là, vous voyez, je prends les données du magnétomètre, je regarde les composantes horizontales, c'est-à-dire qu'à la limite, je me fous du champ magnétique vertical. Je prends sa longueur, son intensité en quelque sorte, et je le filtre. Voyez ? Donc, aussi simplement que ça, je vais réaliser des opérations qui, en fait, sont relativement complexes. Il fallait que je les code en programmation classique. Là, vous voyez, c'est 3 petits enchaînements de rien du tout. Et en plus, c'est, bon, il faut avoir l'habitude, mais c'est relativement lisible. C'est-à-dire que je reprends ce code 6 mois après et je vois tout de suite ce qu'il fait. Alors, comment est-ce qu'on fait, par exemple, la projection horizontale ? Donc là, je l'ai un petit peu détaillé. Vous allez voir qu'après, on écrit les choses de manière encore un peu plus rapide, entre guillemets, mais moins lisible quand on ne connaît pas. Donc là, qu'est-ce que c'est une projection horizontale ? Eh bien, c'est tout simplement, c'est un mapping des données où on prend les 3 composantes du vecteur et on ne va garder que le XY. On met le Z à 0, en quelque sorte. Une projection horizontale, c'est on met Z à 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On dit que sur le publisher, on
fait l'opération de mapping, hein, que vous connaissez déjà sur les tableaux, les choses comme ça. Mais là, on va mapper le flux. D'accord ? Et pour mapper le flux, qu'est-ce qu'on va avoir en entrée ? On va avoir notre vecteur et notre timestamp. Et on va publier un vecteur et un timestamp. Alors, là, vous voyez, j'ai toujours le type d'erreur qui est retransmis. Dans mon cas, ça sera never. Mais là, comme on est en train d'étendre AnyPublisher, il faut que ça marche dans tous les cas. Donc, ça marche aussi bien avec never qu'avec error. D'accord ? C'est pour ça qu'on maintient le failure ici. Donc, qu'est-ce qu'on récupère en entrée de notre fonction de mapping ? On récupère la donnée du flux. Et on va émettre une autre donnée au même intervalle, en fait. Hein, le mapping, il est synchrone, en fait. Donc, on dit qu'on publie, qu'on transforme ça. Donc, ça, c'est la définition du mapping qu'on est en train de faire. On crée notre vecteur horizontal en instantiant un nouveau vecteur avec juste le X, le Y et 0. D'accord ? J'ai mon nouveau vecteur et je retourne mon nouveau vecteur et le timestamp que j'avais en entrée. Parce que cette information de champ horizontal, elle est bien sûr la même que mon champ initial. D'accord ? Donc, je trimballe en fait mon timestamp. Et puis, toujours pareil, RS to AnyPublisher. D'accord ? Donc, vous voyez comment on construit en fait un opérateur. Donc, celui-là, il est relativement simple d'un point de vue opération mathématique. Vous voyez, je me contente de mettre une composante à 0. Mais il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus complexes. Donc, celui-là, par exemple, je vais mesurer la longueur du vecteur. D'accord ? Donc là, vous voyez, la mesure de la longueur du vecteur, je vais l'écrire directement avec un bloc et des paramètres qui ne sont pas nommés. D'accord ? Donc, les paramètres, j'ai 0.0 qui est le vecteur et 0.1 qui est le timestamp. Et donc là, je me contente d'écrire SIMD length. Donc, j'appelle SIMD et je lui dis prends-moi la longueur de ce vecteur et je la retourne comme premier élément du tuple et tu reprends le timestamp directement. D'accord ? Donc, j'aurais pu écrire exactement de la même façon la projection horizontale. Hein. Et en général, c'est plutôt comme ça qu'on va écrire. Mais si je vous avais mis ça dès le début dans la figure, c'est quand même, bon, c'est moins lisible. Alors, il faut un peu reprendre son souffle parce que là, maintenant, on va attaquer justement un truc qui est un petit peu plus compliqué, qui est le filtre passe-bas. Alors, filtre passe-bas, on ne va pas trop s'embêter avec ça, mais en gros, pour les gens qui connaissent un tout petit peu, on va prendre toutes les données passées et on va les pondérer par rapport à la donnée qu'on reçoit maintenant. En gros, on veut enlever, je ne sais pas, par exemple, toutes les oscillations inférieures à 1 seconde. Donc, tout ce qui est… donc, on va pondérer par rapport à l'intervalle de temps qu'on a eu entre deux mesures, si nos mesures sont faites au dixième de seconde. À la limite, ça sera toutes les 10 mesures qu'on va avoir 1 seconde. Vous voyez en gros l'idée. Et donc, on va pondérer les 9 valeurs qu'on a eues précédemment vont avoir un poids de 0,9 et la valeur qu'on reçoit à l'instant, elle va avoir une pondération de 0,1. D'accord ? Et on ajoute les deux et c'est comme ça qu'on va filtrer. Ça, cette instruction-là, vous pouvez la chercher sur Internet, vous la verrez, un filtre passe-bas, ça s'implémente quasiment tout le temps comme ça. Alors, pour l'implémenter, je vous ai dit, on va comparer par rapport à la valeur précédente, en fait. Et donc, l'opérateur qui permet de faire ça en Combine, ou en RxSwift d'ailleurs, c'est l'opérateur scan. L'opérateur scan, en fait, il va prendre 2 paramètres. Un premier qui est, en quelque sorte, un état initial, c'est-à-dire avec quoi on commence. D'accord ? Donc, dans notre cas, on commence avec nil, avec rien du tout, parce qu'on n'a pas de valeur précédente la première fois qu'on reçoit une valeur d'un capteur. Et puis, le deuxième paramètre, c'est un bloc dans lequel Combine va nous fournir la valeur précédente qu'on avait émise précédemment et la valeur émise par le flux à l'instant donné. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une valeur qui est émise, je vais rentrer dans ce bloc et ce bloc va avoir donc
deux paramètres d'entrée. Le premier, c'est ce que j'ai retourné avant. Donc, si c'était nil, j'aurais ici une valeur. Donc, je vérifie que j'ai bien une valeur. Si je n'ai pas de valeur précédente, je retourne la valeur actuelle. D'accord ? Donc, la première fois que je filtre rien du tout, je retourne la valeur. D'accord ? Et puis après, sinon, je rentrerai dans la suite du code. Donc, je dis déjà que ma valeur, c'est une valeur qui est double, hein, vous avez vu. Donc, il y a une valeur et le timestamp. Donc, je récupère les deux. Je récupère de la même façon mon état précédent, la valeur que j'ai émise. Alors, c'est là où je suis un peu ambigu parce que j'appelle valeur à la fois ça et puis ce que j'aimais, mais disons ma valeur de retour. Vous voyez ? Donc, ma valeur de retour précédente. Donc, je récupère ma valeur de capteur précédente et ma valeur de timestamp précédent. À partir de ça, je calcule la différence de temps entre les deux valeurs. Donc, ça me donne un dt. Si je suis inférieur à la période sur laquelle j'essaie de faire mon filtre, il n'y a aucun problème. Sinon, je retourne la valeur. Ça veut dire que j'ai mis trop de temps. Vous imaginez, j'échantillonne toutes les 10 secondes, par exemple, et je veux une valeur lissée à la seconde. Je ne peux pas. Donc, je retourne la valeur que je reçois toutes les 10 secondes. Voilà. Après, donc, je fais juste le calcul du rapport entre la différence de temps et la période sur laquelle j'échantillonne. Ça me donne donc un ratio. Et donc, je pondère de ce ratio la valeur et de 1 moins le ratio, la valeur précédente. OK ? Bon, c'est juste pour vous montrer ce truc-là. Alors après, juste pour finir, comme je retourne un optional, ici, vous voyez, et que dans tous les cas, là, dans mon bloc, je ne vais jamais retourner d'optional, moi. L'optional, il est juste là pour le démarrage, pour le nil. Donc, je peux dire, donc pareil, un mapping sur un KeePass. Et là, j'ai un KeePass dans Combine qui est assez intéressant, qui est unsafe, unwrapped, qui va me permettre de dire, c'est le point d'exclamation, en quelque sorte. Hein. Donc, voilà, tu prends l'optional comme s'il n'était pas optional, et puis erase to any publisher. Voilà. Donc, avec ça, j'ai un opérateur qui va me permettre de filtrer tous les flux du capteur et de lisser sur une période de temps donnée. D'accord ? Donc, après, en faisant des différences, je vais pouvoir faire des fenêtres pour mesurer, par exemple, toute accélération qui est comprise entre 1 seconde, mais qui est plus faible que 2 minutes. Par exemple, quand un métro accélère, tout ce qui est vibration, trucs comme ça, donc qui serait inférieur à la seconde, ce n'est pas intéressant, hein, parce que ce n'est pas des trucs qui sont normalement productifs. Un truc qui est productif, c'est quand le wagon accélère. En général, c'est quand même plusieurs secondes, mais ce n'est pas beaucoup plus long que 2 minutes. C'est-à-dire que s'il continue d'accélérer plus de 2 minutes, c'est que justement on est en train de mesurer, parce que là, il y a un gros inconvénient dans l'accélération, c'est la gravité. D'accord ? La gravité, elle va durer plus que 2 minutes, elle va durer tout le temps. Donc, on l'élimine un peu comme ça. Enfin bref, c'est des exemples de calculs qui vont beaucoup servir dans le cas présent. Dernier petit cas, juste, mais je ne vais pas rentrer trop en détail parce que je m'aperçois que c'est quand même assez laborieux. Dans le cas précédent, c'était simple, le filtrage. Si on veut faire une dérivée, ça commence à être un petit peu plus compliqué parce qu'on retourne une valeur, la valeur de la dérivée, et on a besoin de conserver quand même l'ancienne valeur du capteur pour calculer la dérivée suivante. D'accord ? Donc, l'état que je vais définir ici, je le définis avec réellement la valeur que j'ai reçue du capteur et la valeur que je veux maintenir pour la fois d'après, et puis la valeur de dérivée que j'émets. D'accord ? Mais je suis obligé de distinguer les deux. Et du coup, justement, je suis obligé d'avoir un peu ces calculs en chaîne où je vais maintenant venir récupérer qu'une partie de l'état précédent pour avoir la valeur précédente du capteur et la valeur précédente du timestamp. Et après, c'est un peu la même chose. Donc, on calcule des choses comme ça avec juste être sûr que l'intervalle de temps pour mesurer la dérivée, il est strictement positif. Parce que s'il est nul, bon, ça veut dire qu'on essaie de calculer une dérivée sur un intervalle de temps nul, donc ça ne marchera pas. Et si le temps il est négatif, ça ne marche pas non plus, parce que la dérivée qu'on veut, c'est dans la progression du temps, en fait. Voilà. Et donc, on définit à peu près de la même façon
ces objets-là. Et derrière, donc je ne vais pas vous montrer tout le code, mais on va faire des calculs du genre, si jamais le champ magnétique il a bougé pendant 1 seconde alors que l'utilisateur était en train de marcher, bon, à la limite, ça c'est normal. Mais si l'utilisateur ne marchait pas et que le champ magnétique bouge, ça veut dire que soit il est en train de rouler, parce qu'effectivement, le métro il va changer de direction et le champ magnétique va bouger, soit, et c'est justement un des problèmes qui se passent aussi dans le métro, en fait, les moteurs, ils émettent aussi un champ magnétique. Donc, ça peut vouloir dire tout simplement que l'utilisateur, il est monté dans le wagon. Donc, il est près d'un moteur et à ce moment-là, donc c'est, vous voyez, une information qui est importante. Donc, en combinant l'information activité de l'utilisateur et variation, donc calcul de dérivée sur le champ magnétique, on va obtenir une information qui peut être pertinente, qu'on va apprendre au système pour faire du machine learning derrière, et donc arriver à la fin à déterminer justement la position de l'utilisateur. Voilà. Pour ce soir, j'ai fini là-dessus, mais il y a plein d'autres choses à raconter. Et voilà, enfin, je pense que je ferai d'autres talks sur d'autres petits aspects que je suis en train de découvrir, notamment sur tout ce qui est… C'est un problème qui est tout simple, mais à partir du moment où on fait de la programmation réactive, comme Jérôme, après on en met partout. On met des observables absolument partout. Et puis, on se dit, OK, des observables, programmation fonctionnelle, du coup, j'ai plus de variables. Stocker une variable, c'est stocker un état, donc non, c'est pas bon, on le fait plus. Donc, on fait tout en fonctionnel. Mais il y a des trucs qui sont horriblement compliqués à gérer, enfin, quand on est débutant, hein, mais ce qui est mon cas, on a par exemple tout ce qui est autorisation de localisation. Une autorisation de localisation, si jamais on veut la traiter en fonctionnel pur, on rentre dans des problèmes monstrueux, et surtout avec iOS 13 où l'autorisation de localisation, vous savez, elle est asynchrone. En fait, c'est-à-dire qu'on va demander, par exemple, de localiser tout le temps, et le système il va dire, OK, tu peux… Enfin, j'ai bien compris que tu veux localiser tout le temps, et en fait, il va demander à l'utilisateur juste, est-ce que tu veux localiser quand l'application est lancée? C'est ça la question que iOS 13 va poser à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, on peut supposer qu'il va dire oui si on a bien présenté les choses, mais il ne lui a pas demandé est-ce que tu veux localiser tout le temps. Et l'utilisateur va se balader et il va arriver par exemple dans une zone où effectivement il y aurait besoin de localiser tout le temps, par exemple pour lancer l'application. Donc moi dans mon cas, j'arrive à ma station de départ habituelle, donc il faut que je localise. Et à ce moment-là, le système va mettre une petite pop-up en fait, il va dire au fait, est-ce que tu permettrais à l'application de te localiser tout le temps? Et donc là, si vous avez bien mis le bon texte dedans, vous expliquez pourquoi vous avez besoin de localiser tout le temps l'utilisateur. C'est lui dire, pour que je puisse démarrer l'évaluation de ton trajet. Et comme vous êtes arrivé à la station de métro, il va comprendre pourquoi vous avez besoin de ça. Donc, ce n'est pas idiot. Mais par contre, vous voyez que dans la gestion du truc, on est complètement asynchrone. C'est-à-dire que l'autorisation, vous l'aviez demandé au lancement précédent, et elle vous est donnée réellement le lancement d'après. Voyez. Donc, il y a plein de choses à gérer comme ça, et je suis en train de créer justement une petite bibliothèque fonctionnelle pour que si l'utilisateur il n'autorise pas la localisation tout le temps, on se rabatte sur un système d'autorisation avec les notifications localisées, mais ça de manière automatique, c'est-à-dire que l'appli, elle demande, voilà, j'aurais besoin d'être lancé quand l'utilisateur arrive à tel endroit. Et après, selon les options qu'auront définir l'utilisateur, ça travaillera soit avec des notifications, soit avec le système de géofencing de Core Location. Donc voilà, là je pense qu'il y aura aussi un petit exposé assez amusant à faire sur la gestion des régions en fonctionnel et avec Combine, mais c'est un peu tôt pour que je le fasse. Voilà. Bonjour, merci. J'ai juste une question générale sur la localisation justement dans le métro avec cette technique. Est-ce qu'on n'a pas un risque d'avoir une mauvaise interprétation en chaîne
en cas d'imprévu. Un métro qui s'arrête entre deux stations ou quelque chose qui n'est pas prévu dans le flux habituel. Oui, non, c'est vrai que très clairement, c'est quelque chose qui est prévu pour un usage habituel. Donc, c'est sur ton trajet habituel domicile-travail, par exemple, donc quelque chose que tu fais de manière quotidienne où tu as les informations. Essayer de déterminer les informations dans un cas exceptionnel, là, on est hors justement du machine learning. En fait, on n'est pas dans le cas habituel. Alors, on peut quand même essayer d'en déduire des choses, c'est-à-dire que on peut quand même savoir en gros quelle était la vitesse du métro et que effectivement à cette vitesse-là, par rapport à la dernière station, il s'est écoulé tant de temps, donc on a avancé de tant de mètres. Donc en gros, on doit être quand même à tel endroit sur le trajet jusqu'à la station suivante. Tu vois. Mais c'est pas tellement fait pour dire où tu es en cas d'imprévu. En fait, l'usage, bon après, je ne sais pas s'il est intéressant ou pas. Moi, en tout cas, je m'amuse beaucoup à le faire, mais c'est de dire, je suis utilisateur du métro, c'est un truc, c'est pas très rigolo en général, donc qu'est-ce que je fais? C'est je prends un bouquin, j'essaie de jouer, je regarde des vidéos, je m'enferme avec mes écouteurs, et du coup, je n'ai pas à regarder à quelle station j'en suis si je veux continuer à faire ma distraction. Tu vois, donc l'idée, c'est de te prévenir, attention, ta station arrive dans 1 minute. Donc en gros, tu sors la tête du truc et puis tu fais ça. Si on commence à être dans un contexte plus accidentel, bon, il faudra voir ce qu'on arrive à faire. Mais en tout cas, ce n'est pas le bon contexte. Très clairement, tu as raison. Merci. Est-ce que le son, tu as considéré à l'utiliser? Alors, pour l'instant, je ne le fais pas, mais c'est vrai que je me suis dit que je pourrais le faire. Alors, le problème du son, il y a un son qui est intéressant, enfin, il y en a 2 qui sont intéressants. C'est le son de fermeture des portes. Donc là, par apprentissage, on peut effectivement se dire, ah ben oui, tiens, à chaque fois que j'arrive à une station, il se trouve que j'ai entendu ça. Donc, effectivement, ça peut être un truc. Ou le nom des stations qui est dit par une voix dans le métro. Donc, on pourrait faire ça. Il y a quand même un truc qui est un peu problématique, surtout sur le son des portes, c'est que si tu es dans une station, tu as les 2 rames, l'une qui va dans un sens, l'autre qui va dans l'autre, qui sont stationnées, l'autre rame démarre, donc elle fait le bruit des portes, toi tu dis, ah ben ça y est, on est reparti. Mais ce n'est pas vrai, c'est l'autre en face qui est reparti. Bon, on peut peut-être quand même le gérer, mais pour l'instant, donc du coup, j'essaie de gérer sans le son, aussi parce que c'est un peu angoissant pour l'utilisateur, de se dire, j'ai une appli qui m'écoute tout le temps. Bon, on peut le dire, mais non, mais tu ne sais pas, tu es en train de discuter avec quelqu'un, tu sais que tes données, alors après, tu peux dire, ouais, mais de toute façon, elle reste dans le téléphone, etc. Mais voilà, donc c'est un peu anxiogène. Déjà, le côté, comme moi, j'active tous les capteurs, des autorisations, j'en demande un paquet au début. Donc, rajouter celle du son, pour l'instant, je n'ai pas fait. Mais l'architecture permet tout à fait d'avoir un flux de son et à ce moment-là de reconnaissance, effectivement, de son qui puisse être mappé là-dessus. Mais je n'ai pas fait pour l'instant. Et donc, mon autre question, c'était est-ce que le temps va toujours dans le bon sens ou pas? En fait, le timestamp, ce n'est pas toi qui le crée, donc c'est les capteurs et ça résonne beaucoup trop. Alors, oui, en fait, oui, parce que le timestamp, en fait, il est commun à tout le système. En fait, c'est-à-dire que ce n'est pas chaque capteur qui regarde sa montre et qui dit il est telle heure, c'est au moment où un capteur émet une donnée, il demande au système quel est le timestamp de maintenant. Donc, en fait, on peut s'en servir pour synchroniser les données des différents capteurs. Oui. Qu'ils utilisent la même horloge, c'est une chose, mais qu'ils soient émis au même moment, c'est pas forcément. Tu pourrais très bien avoir le GPS qui arrive à N+1 et ensuite avoir le champ magnétique à N. Oui, enfin, c'est-à-dire que dans la délivrance des événements, tu n'es pas sûr que ce soit synchronisé. C'est-à-dire qu'effectivement, le temps n'augmente pas forcément dans les événements que tu reçois. Enfin, si, en l'occurrence, je n'ai pas eu de cas où ça pouvait être comme ça. Mais par exemple, quand je rejoue les événements, déjà, les événements, ils ne jouent pas au bon rythme.
D'accord? Donc, le temps de l'iPhone ou du simulateur n'est pas le temps des événements. D'accord? Mais par contre, donc, j'ai jamais vu un événement qui se produisait après un autre qui avait un timestamp inférieur, tu vois. Bon, peut-être il faudrait plus tester encore, mais là, on rentre dans des problèmes. Enfin, j'essaie de protéger justement les opérateurs contre ce genre de cas de figure. Hein. Donc, notamment, si on a une différence de temps négative, on dit, bon, ben, on ne sait pas faire. Oui. Selon l'intervalle de temps. En gros, selon l'intervalle de temps qu'on va décider, il faudra contrôler à blanc si l'horloge du système est, tout à l'heure, si je puis dire, parce qu'elle nous donne des tics qui sont corrects. Alors, encore plus en détail, mais selon la résolution du temps, en fait, on a le même problème en musique au niveau des fréquences d'échantillonnage en horloge de musique. Alors là, en fait, on n'a pas besoin, tu vois, d'être très précis sur la valeur de mesure. Sur des actions très courtes, sur un freinage brusque ou une accélération, enfin, après, oui. Tout dépend de la... Non, mais bon, si on considère qu'effectivement le capteur il sait bien lire l'heure qu'il est, c'est l'essentiel. Si après le capteur, on lui a demandé d'être appelé tous les dixièmes de seconde, et puis qu'à un cas, il appelle à 0,9 et à un cas à 0,11, c'est pas grave dans ce cas de figure-là. Je comprends que pour la musique, c'est beaucoup plus embêtant. Oui. En fonction du résultat attendu sur l'analyse. Alors, l'analyse, elle va savoir qu'il s'est passé quand même que 0,9 au lieu d'un dixième, enfin 0,09 au lieu de 0,1 sur l'intervalle de temps. Il le sait, il fait ses calculs avec cette valeur-là. Même si au départ, tu avais demandé effectivement, je ne sais pas, d'avoir le champ magnétique toutes les secondes, et puis il ne te donne pas tout à fait toutes les secondes, ce n'est pas grave. Les variations, on peut les calculer quand même sur le temps réellement écoulé entre deux mesures. Et donc, si tes mesures ne sont pas hyper régulières, ce n'est pas grave. Bon, il ne faut pas que ça soit complètement irrégulier parce que dans ce cas, effectivement, l'apprentissage, il aura du mal. Mais on arrive à extraire une information même si l'échantillonnage n'est pas très précis, en fait. Enfin, il faut que la valeur soit précise, mais si le temps n'est pas très précis, ce n'est pas très grave. Oui ? Bien sûr. Merci, Étienne.